Dans cette vidéo, nous allons voir deux transformations fondamentales en morphologie. Ce sont l'ouverture et la fermeture. Ces deux transformations, qui permettent de faire de nombreuses choses en traitement d'image, reposent entièrement sur la dilatation et l'érosion que l'on a vu précédemment. Nous verrons donc la définition de l'ouverture, de la fermeture et leur effet sur une image, ainsi que leur application dans des cas concrets. Pour commencer, l'ouverture en niveau de gris. L'ouverture est définie ainsi. L'ouverture d'une image I par un élément structurant E, noté I petit rond E, est tout simplement l'érosion de I par cet élément structurant E, puis le résultat de cette érosion est dilaté par E. Alors, comme on va le voir sur l'exemple suivant, le fait d'éroder par un élément structurant E et de redilater par cet élément structurant E ne permet pas de récupérer l'image de départ. Et au contraire, on obtient quelque chose de différent de l'image de départ qu'on appelle l'ouverture de I par E. Alors sur une image binaire, imaginons donc l'image I à gauche et l'élément structurant E montré au milieu comme un disque. Voilà le résultat de la dilatation de I par E et voilà le résultat de l'érosion de I par E et ensuite voilà le résultat de la dilatation de I par le résultat de la dilatation de l'image précédente qui était l'érosion de I par E. Donc voilà le résultat de l'ouverture de I par E. Alors si l'on essaye de donner une interprétation à ce résultat, on peut imaginer en fait que les parties blanches représentent une sorte de sol et les parties noires représentent les parties interdites comme des murs. Donc il est impossible, quand on est sur une partie blanche, le sol d'une maison, on ne peut pas passer à travers les murs. Donc toutes les parties blanches représentent le sol de la maison, et l'élément structurant E représente la forme d'un pinceau qui va nous servir à peindre le sol de la maison. Eh bien, l'ouverture de I par E nous indique tous les endroits où l'on aura pu peindre le sol d'une certaine couleur, et donc les endroits où l'on aura pu réussir à atteindre avec un pixel de l'élément structurant, eh bien un pixel de l'objet de l'image I sans sortir de la partie blanche. Autrement dit, donc, on s'autorise à peindre la partie blanche de l'image avec notre pinceau, mais notre pinceau ne doit jamais toucher un pixel noir. Eh bien, l'ouverture de I par E nous donne tous les pixels que nous aurons réussi à peindre dans I avec le pinceau en forme de E. Donc on voit que les deux traits, le trait horizontal et le trait qui serpente, ainsi que le point étant tous les trois plus petits que l'élément structurant E, ont complètement disparu. On voit que le coin du triangle a disparu puisqu'il est plus petit que l'élément structurant E, donc on ne peut pas rentrer le pinceau dans cette partie-là. Voilà. Sur une image en niveau de gris, donc l'effet topographique de l'ouverture est le suivant. On a notre image I en bleu et l'élément structurant E est un segment. Eh bien, l'ouverture nous produit le résultat en pointillé rouge. Et c'est tout simplement l'image I dans laquelle toutes les montagnes plus petites que l'élément structurant E auront été écrétées jusqu'à ce qu'elles deviennent assez grandes pour accueillir l'élément structurant E. Donc l'ouverture de I par E revient à raser les montagnes moins larges, plus petites que l'élément structurant E. Sur cette image 2D, avec toujours deux montagnes, deux canyons et une petite montagne entre les deux, eh bien, si nous rasons les montagnes plus petites que E, c'est-à-dire que nous faisons une ouverture de I par E, c'est-à-dire une érosion suivie d'une dilatation, eh bien, nous obtenons ce résultat et l'on voit clairement que les montagnes ont été rasées à l'endroit où elles devenaient plus petites, plus étroites que E,
Et la montagne située entre les deux canyons a complètement disparu puisqu'elle a été entièrement écrasée jusqu'à ce niveau. Alors, l'effet de creusement ici, le fait que nous ayons un creux que nous n'avions pas, c'est tout simplement que la montagne a été diminuée, sa hauteur a été diminuée jusqu'à cette hauteur, cette altitude. Donc elle est passée en dessous de la valeur médiane, je dirais, de notre image, cette espèce de plan que l'on voit. Maintenant, la fermeture en niveau de gris. Sa définition est très simple, hein. C'est les mêmes opérations que l'ouverture, mais dans l'ordre inverse. On fait donc d'abord une dilatation, puis une érosion par un même élément structurant d'une image. L'effet sur une image binaire est le même que pour l'ouverture. On peut reprendre l'analogie du pinceau. Néanmoins, ici, ce que l'on tentera de peindre, c'est les parties noires de l'image. Donc on imagine que notre sol représente les parties noires et nos murs sont représentés par les parties blanches. Donc notre sol est représenté par les parties noires et le mur par les parties blanches. Et on regarde où est-ce qu'on peut peindre sur le sol de notre maison, donc sur les parties noires. Et le résultat de la fermeture de I par E nous montre, toujours en noir, les pixels où l'on aura réussi à peindre, c'est-à-dire où on aura réussi à faire passer une partie de l'élément structurant sans qu'il touche une partie blanche. Alors, pardon, à droite, pour le moment, c'est le résultat de la dilatation de I par l'élément structurant E. Puis l'on fait une érosion, toujours par l'élément structurant E, de cette image, et l'on obtient la fermeture de I par E. Donc, pour reprendre ce que je disais, le résultat nous montre donc en noir les pixels que l'on aura réussi à peindre, et en blanc les pixels où l'on n'aura pas réussi à peindre. Donc la condition est que notre pinceau doit toujours rester sur les pixels noirs et ne jamais toucher un pixel blanc. Donc on voit que l'on n'a pas réussi à peindre cette zone-là, puisque tous les pixels ici sont devenus blancs, c'est-à-dire, c'est parce que bien, le pinceau ne peut pas rentrer dans cette partie-là parce qu'elle est trop étroite. Pareil pour les trois trous, on n'a pas pu les peindre car ils sont plus petits que l'élément structurant, donc ils ont été remplis. L'effet topographique de la fermeture, eh bien, c'est le même que l'ouverture, si ce n'est que au lieu de raser des montagnes plus petites que l'élément structurant, eh bien, la fermeture comble des canyons plus petits que l'élément structurant. Donc en pointillé rouge, nous avons l'érosion de I par l'élément structurant E, et en bleu, l'image I, comme précédemment. Alors sur cette image, que l'on connaît désormais bien, sinon on calcule l'ouverture de I par E, on obtient cette image où l'on se rend compte que les canyons ont été remplis et donc ont baissé de profondeur ou augmenté d'altitude. Donc la fermeture permet bien de combler les canyons où l'élément structurant E ne parvient pas à rentrer. Voilà, on remarque l'effet de jonction ici entre les deux montagnes, puisqu'en fait nous avons entre ces deux montagnes un canyon, et ce canyon a été légèrement comblé puisque l'élément structurant ne parvenait pas à rentrer entre les deux montagnes. Alors, application de l'ouverture et de la fermeture. Nous allons voir deux applications, une pour retirer du bruit dans une image et une autre pour retirer, pour calculer le top hat d'une image. Alors, supprimer du bruit dans l'image. On va s'intéresser ici au bruit top hat, qui est un bruit assez particulier, en général facile à générer d'un point de vue virtuel, mais c'est vrai que c'est un bruit que l'on n'a pas souvent, que l'on ne rencontre pas souvent dans des applications réelles. Alors ce bruit consiste à aléatoirement choisir un pixel de l'image et à mettre sa valeur à la valeur max possible dans l'image, donc ça c'est le bruit sel, ou à la valeur min, ça c'est le bruit poivre.
qu'on a pris l'image d'un chien et l'on a donc appliqué un bruit sel et poivre sur ce chien. Alors, le bruit sel et poivre est tout de même un bruit que l'on rencontre dans certaines applications. Je peux vous en citer deux. Tout d'abord dans le domaine spatial, quand on envoie des satellites, des observateurs spatiaux, donc des sortes de télescopes avec un capteur d'image dans l'espace, eh bien, on peut avoir un phénomène de bruit poivre et sel. Le bruit sel serait dû à des particules de haute énergie qui traversent les capteurs et qui allument d'un coup un pixel de façon très forte, donc il renvoie du blanc pour cette image particulière. Et à force d'être traversé par des rayons de haute énergie, eh bien, certains pixels cessent de fonctionner, donc restent totalement à zéro. Et là, c'est le bruit poivre qui commence à s'installer dans notre image. Un autre exemple, c'est le rendu d'image. Pour faire le rendu d'une image, alors, pour résumer, on envoie des rayons dans une scène virtuelle, on calcule comment ces rayons rebondissent, et on va ensuite en déduire chaque rayon, comment il contribue comme couleur dans l'image. Seulement, faire les calculs de tous les rayons possibles dans l'image, c'est beaucoup trop long, et ce que l'on choisit de faire, c'est de n'envoyer que quelques rayons. En n'envoyant que quelques rayons, eh bien, on va avoir des fois des parties de l'image qui seront trop sombres ou trop lumineuses, et donc ça nous créera un bruit sel et poivre. Comment supprimer le bruit sel et poivre sur une image? Alors pour comprendre comment le supprimer, alors je vais déjà vous laisser peut-être 5 minutes pour réfléchir. Donc mettez la vidéo en pause et revenez ensuite sur la vidéo. Alors, il faut comprendre, pour retirer le bruit sur une image, le bruit poivre et sel, il faut comprendre topographiquement parlant en quoi consiste le bruit poivre et le bruit sel. Donc le bruit sel, ce seront des toutes petites montagnes, puisque ce sont des petits pixels blancs, ce sont donc des petites montagnes très étroites et très hautes dans notre image. Alors que le bruit poivre, ce sera l'inverse, des petits canyons très étroits et donc très bas dans notre image. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire une ouverture de notre image pour nous débarrasser des montagnes trop étroites. Donc en faisant une ouverture de l'image I par gamma 4, on voit que l'on arrive à se débarrasser raisonnablement du bruit poivre, du bruit sel, des pixels trop blancs, mais pas du bruit poivre qui là semble avoir grandi. En effet, nous avons le même effet que montré précédemment sur les images synthétiques, où l'on avait un effet de jonction. Quand on a une montagne très étroite et très haute entre deux canyons très profonds, eh bien le fait d'écraser la montagne la ramène à la valeur égale au canyon. Donc on a l'impression que le canyon s'est agrandi. C'est pour ça que l'on a plus de taches noires dans le résultat de l'ouverture. Ensuite, ce résultat, on peut lui faire subir une fermeture pour s'occuper du bruit sel, du bruit poivre, pardon, par 2 gamma 8, et voilà ce que l'on obtient. Le résultat est plutôt bon. On a réussi à se débarrasser des parasites entre guillemets sur l'image. Nous verrons un peu plus tard dans ce cours un outil encore mieux pour pouvoir faire ce genre de travail. C'est une technique qui fonctionne bien pour le bruit poivre et sel, mais qui montre quand même des faiblesses pour d'autres types de bruits, notamment des bruits gaussiens. Mais dans ce cas, il existe d'autres méthodes que la morphologie pour gérer ce type de bruit. Nous verrons aussi plus tard pourquoi nous avons utilisé d'un côté gamma 4 et de l'autre côté gamma 8 pour l'ouverture et la fermeture de l'image. Alors le top hat est une transformation assez intéressante basée sur l'ouverture et la fermeture qui va permettre de nous sortir de nombreuses situations délicates comme celle montrée ci-dessous. Alors on imagine que l'on souhaite extraire les grains de riz de l'image. Donc on a une image I représentant des grains de riz qui sont les éléments en clair de l'image. Alors, ce que l'on peut essayer de faire, c'est un seuil, c'est-à-dire que l'on va couper dans l'image, on va
on va choisir une certaine valeur et tous les pixels supérieurs ou égaux à cette valeur vont passer à 255 et tous les pixels inférieurs à cette valeur vont passer à 0. Donc le seuil à 100, on se rend compte que il n'est pas assez haut puisque l'on a de nombreux pixels qui devraient être noirs et qui sont blancs. Il faut donc élever le seuil pour éviter tous ces pixels blancs. Alors, pardon, notre objectif, je n'ai pas été assez clair, notre objectif est de segmenter l'image, c'est-à-dire de réussir pour chaque pixel à mettre une couleur, juste deux types de couleurs dans chaque pixel, soit le pixel est à 255 et cela signifiait qu'il appartenait à une grainerie de l'image, soit le pixel est à 0 et cela signifie qu'il n'appartenait pas à une grainerie de l'image. Donc on souhaite une image binaire qui est une segmentation de l'image I, nous permettant d'avoir avec précision l'information de si un pixel appartient ou non à une grainerie, grâce à sa valeur, donc 0 ou 255. Alors nous allons donc devoir augmenter le seuil si l'on veut pouvoir extraire les graineries, et en augmentant le seuil à la valeur 130, on voit que l'on a encore quelques pixels isolés sur la partie haute de l'image, et on a déjà des graineries qui disparaissent sur la partie basse de l'image. Alors pourquoi, alors que cette image est tout de même assez jolie et assez nette, pourquoi on ne parvient pas avec un simple seuil à récupérer les graineries de l'image? Eh bien, si nous construisons une image en fausse couleur, c'est-à-dire que nous représentons toutes les valeurs de niveau de gris par une couleur, notre œil est bien plus sensible aux nuances de couleur qu'aux nuances de gris, et donc on voit tout de suite ici le problème apparaître. Le problème est que la couleur de certaines graineries du bas de l'image, ici surlignée en vert par le curseur de la souris, est la même que la couleur du fond de l'image de la partie supérieure. Cela veut dire en fait que les graineries du haut sont plus éclairées, ou en tout cas ne sont pas éclairées de la même façon que les graineries du bas. Pour résoudre ce problème, eh bien, il faut essayer de compenser l'éclairage de nos graineries. Alors pourquoi a-t-on un problème d'éclairage de cette nature? Cela vient souvent du fait que la caméra a besoin d'un éclairage pour fonctionner, que cet éclairage est représenté par une source ponctuelle de lumière comme une ampoule ou un tube néon. En tout cas, en général, la source d'éclairage est au-dessus, à droite, en dessous de la caméra, mais pas devant la caméra. Ici, la zone d'éclairage est légèrement au-dessus, ce qui explique pourquoi le dessus de l'image est un peu plus clair que le dessous de l'image. Néanmoins, on peut facilement compenser cet éclairage. Alors, pour ce faire, il faut s'interroger sur ce que l'on souhaite obtenir. On souhaite ici obtenir les graineries de l'image. Si nous étions capables d'extraire uniquement les graineries, eh bien nous serions très contents, nous pourrions extraire les graineries et nous aurions terminé notre travail. Néanmoins, nous ne pouvons pas extraire les graineries. Alors, interrogeons-nous, c'est souvent la démarche à faire en morphologie, interrogeons-nous sur la possibilité de supprimer les graineries. Effectivement, et en morphologie, c'est une technique que l'on utilise souvent. Quand on souhaite extraire un objet, on s'interroge sur le fait de peut-être pouvoir le supprimer. Si on peut supprimer un objet d'une image, eh bien en faisant une différence entre l'image traitée et l'image originale, on obtiendra ce qui a été supprimé par notre transformation. Donc ici, on va tenter de supprimer les graineries de l'image. Les graineries de l'image sont des montagnes, pas très large, donc on peut choisir un élément structurant E de type disque. On voit qu'un tel élément structurant est suffisant et qu'il ne rentre pas dans un seul des graineries. Et l'on calcule l'ouverture de notre image par l'élément structurant E. On voit qu'on obtient quelque chose où les graineries ont disparu, c'est ce que l'on souhaitait, mais le gradient d'éclairage demeure. Et c'est ce que l'on souhaitait aussi. En fait, en faisant maintenant I, l'image d'origine, moins l'ouverture de I par E, on obtient cette image qui semble un peu plus sombre,
mais sur laquelle le fond est assez uniforme et la couleur des graineries est aussi assez uniforme. Résultat, sur cette image, si l'on fait un seuil à 50, on voit que l'on parvient à obtenir quasiment tous les graineries que l'on souhaitait. Donc ils sont tous colorés en blanc. Et l'on a réussi donc notre segmentation. Donc on a quelques pixels parasites qui sont ici et là, mais ils peuvent être très facilement retirés par un traitement morphologique de type une petite ouverture. Mais en tout cas, nous avons réussi l'objectif ici, qui consistait à uniformiser le fond de l'image. Donc c'est le but du top hat, le principe du top hat, c'est d'avoir une image. Sur cette image, on a un fond éclairé de façon non uniforme par une lumière, donc on a un gradient dans l'éclairage du fond. On fait une ouverture de notre image par un élément structurant assez grand pour effacer le motif qui nous intéresse dans l'image. Cela nous le laisse avec le fond de l'image. Et on fait une soustraction de I et de l'ouverture de I par E pour obtenir donc une image qui semble plus sombre mais dans laquelle il y a une meilleure uniformité des pixels. Et ensuite sur cette image faire un seuil. Voilà. Et l'on obtient alors une image binaire qui est la segmentation, c'est-à-dire le fait de binariser une image en trouvant avec précision le contour des objets composant l'image. Et donc on a fait cette tâche de segmentation sur l'image des graineries. Voilà. C'est tout pour les applications de l'ouverture et de la fermeture. Nous en verrons d'autres dans les TP. Nous verrons celle-ci aussi de nouveau dans les TP. Je vous remercie pour votre attention.